Très bien, ben, écoutez, je suis ravi d'accueillir Éric Villiers, qui est un immunologiste particulièrement dynamique, qui il est parti de loin, hein, c'est comme David, il est parti des animaux, il est parti des bêtes pour arriver petit à petit aux humains. Hein. Mais il est resté vétérinaire, j'espère. On l'est toujours, hein, de cœur. Et d'autre part, il est parti d'une immunologie fondamentale pour la ramener à une immunologie appliquée à l'homme, pour la mener à de la thérapeutique chez les humains. Donc c'est un double chemin qui est partir de vétérinaire aux humains et de la biologie fondamentale à la biologie appliquée au traitement des humains. Donc c'est une démarche remarquable et qui s'est associée à chacun de ces éléments avec une réussite particulière, même si je dois faire offense à sa modestie, mais je crois qu'elle a subi d'autres offenses qui ne l'empêcheront pas de dormir. En tout cas, on est content de t'avoir. Merci Didier. Ok, bah écoutez, c'est un plaisir d'être là. On se croit un petit peu dans un amphithéâtre grec. Hein. On a l'impression d'être à Épidore. Donc non, c'est un grand plaisir d'être invité ici. C'est quand même, je ne vais pas parler de Didier Raoult parce que je suis venu pour parler du cancer, mais c'est quand même extrêmement intéressant d'être à ton contact, Didier. Non seulement parce que tu as fait des découvertes fondamentales, mais parce que tu as aussi été un bâtisseur. Pour essayer d'avoir bâti un peu ici à Marseille, je reconnais comment c'est difficile, donc bravo pour tout ça. Donc ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui, c'est de l'immunothérapie des cancers. Donc on va parler d'une révolution thérapeutique. J'imagine qu'il y aura du challenge là-dessus, comme d'habitude, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais en fait, ce que je vais vous dire aussi, c'est que après cette première vague dont on va parler, qui a été à l'origine de 2 prix Nobel récemment, en fait, on s'aperçoit qu'on est peut-être à un plateau de notre connaissance du système immunitaire quant à sa manipulation contre le cancer. Et donc toute l'idée maintenant, c'est de contribuer à une deuxième vague pour essayer d'améliorer les résultats cliniques qui consistent encore une fois à manipuler le système immunitaire à des fins antitumorales. Donc quelques disclosures. Donc une partie de ce dont je vais parler ici a été réalisée en collaboration ou à Innate Pharma, qui est une petite société de biotechnologie que nous avons fondée il y a maintenant 20 ans. On a en fait les 20 ans cette année. Donc la révolution d'immuno-oncologie représentée ici en un graphe. On va parler de clinique, beaucoup de cliniques, donc je pense que ça permet de mettre tout le monde d'accord. Là, on a une courbe qui vient d'un analyste financier. Donc il faut excuser ces gens, parce que ces gens n'ont pas forcément la vista qu'on voudrait qu'ils ont. On le voit bien à différents domaines. Mais donc, comme vous pouvez juger, il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de graduation sur ces axes, ce qui est déjà extrêmement intéressant, me semble-t-il. Mais quoi qu'il en soit, la forme de la courbe est intéressante. Ce dont on s'aperçoit ici, ce sont les courbes de survie de patients qui ont des cancers sévères, en particulier des pathologies qui sont métastatiques au diagnostic. Et on s'aperçoit que même avec la chimiothérapie, même si on peut s'attaquer à ces pathologies avec de la thérapie ciblée, on s'aperçoit que selon un phénomène qui est darwinien et complètement bien compris, et bien évidemment il peut y avoir un échappement, puisque les cellules qui vont être résistantes par définition à ces traitements de chimiothérapie, eh bien s'il en reste quelques-unes, elles vont pouvoir échapper et donc conduire à ces morts prématurées. L'immunothérapie se caractérise par la possibilité pour certains de ces patients, et on reviendra sur le fait que ce n'est pas pour tous les patients malheureusement, mais pour une fraction d'entre eux, à un contrôle prolongé de ces pathologies qui sont encore une fois sévères au diagnostic. Ce dont on parle ici par exemple, c'est du mélanome métastatique, du cancer du poumon non à petites cellules métastatique au diagnostic, sur lequel, en fin de compte, les possibilités thérapeutiques sont extrêmement réduites. Donc ce qui choque encore une fois, c'est ce côté stable, et en fait on pourrait dire que dans le temps dont on parle ici, les patients sont complètement en contrôle de leur maladie, ce qui est encore une fois très rare pour ce genre de pathologie. Alors, quels sont ces traitements? Eh bien, en fin de compte, il y en a de 3 grandes catégories. Il y a la vaccination, dont je ne vais pas parler, parce qu'elle n'a pas encore ces résultats-là. Il y a les CAR T-cells, dont je ne vais pas parler non plus, mais si vous avez des questions, aucun problème. Je vais surtout parler de ce qu'on appelle les immune checkpoint inhibitors. Alors, qu'est-ce que c'est que les immune checkpoint inhibitors?
eh bien, ce sont des anticorps monoclonaux thérapeutiques, vous voyez, à chaque fois ça se finit par MAB, qui ont pour propriété de bloquer des récepteurs qui eux-mêmes sont inhibiteurs. Et donc en bloquant les récepteurs inhibiteurs, on va en l'occurrence lâcher les freins de la réponse immunitaire et conduire à un meilleur contrôle de la pathologie tumorale. Et comme vous le voyez ici, il y a déjà donc 7 anticorps, puisque celui-là n'a pas encore été approuvé, mais 7 anticorps qui ont été approuvés. Et pour la première fois dans l'histoire de l'oncologie, 2 de ces médicaments, en l'occurrence le pembrolizumab et le nivolumab, qui sont tous les deux dirigés contre une molécule inhibitrice qui s'appelle PD1, ont été approuvés dans tous les types de cancers, quelle que soit leur localisation, à partir du moment où ils sont à haute instabilité génétique. Et on le comprend de manière facile, puisqu'en fin de compte, ce que fait le système immunitaire, c'est pas distinguer le soi du non-soi, parce que ce sont des fables pour les enfants. En fait, ce que fait véritablement l'ensemble de notre système immunitaire, c'est de reconnaître des différences. Des différences qui, en plus, arrivent avec une certaine vitesse dans le temps. Et en fait, on peut rapidement comprendre que quand une cellule tumorale qui a accumulé des mutations se développe dans l'organisme, plus elle accumule de mutations, plus il y a de différences par rapport à la normale, en quelque sorte, et donc plus elle augmente sa probabilité d'être reconnue par le système immunitaire. Donc on comprend bien pourquoi, encore une fois, les pathologies qui sont à haute instabilité génétique vont être les mieux prises en charge par ces médicaments qui vont libérer la réponse immunitaire. Alors, ça, ce sont les bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est ça. C'est qu'il existe encore, et comme j'ai dit en introduction, une fraction de patients non négligeables qui sont totalement insensibles à ces traitements. Et là, en fin de compte, c'est une courbe très optimiste, parce que dans le meilleur des cas, on arrive à 50% d'efficacité de ces traitements d'immunothérapie. Ça veut dire que dans la grande majorité des cas, on reste en dessous de la moyenne, ce qui veut dire qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Donc ce qu'on veut, c'est comprendre la résistance à ces immune checkpoint inhibitors, de telle manière à augmenter bien évidemment la fraction des patients qui sont sensibles à ces traitements qu'on appelle IO pour une nouvelle science, qui est celle de l'immuno-oncologie. Je ne vais pas parler de la toxicité, mais c'est quand même un point très important. On en parlait avec Didier là tout de suite, c'est qu'effectivement, en libérant la réponse immunitaire, on peut s'attendre de manière très intuitive à ce que la réponse immunitaire soit non seulement plus efficace dans le cancer, mais aussi plus efficace ou trop efficace dans les situations dans lesquelles elle ferait mieux de ne pas l'être. En particulier, on a dans ce genre de traitement l'association avec le développement de pathologies inflammatoires / auto-immunes qui vont de soi à partir du moment où on a compris le mode d'action de ces molécules. Donc c'est ce qu'on essaye de faire nous, c'est-à-dire d'essayer d'augmenter la fraction des patients qui vont être sensibles à ces traitements d'immuno-oncologie. Et pour faire ça, il n'y a certainement pas de règle, mais en tout cas la piste qui est la nôtre, c'est d'identifier de nouvelles cibles, que ce soit de nouvelles cellules ou de nouvelles molécules, de telle manière à pouvoir, encore une fois, reprogrammer le système immunitaire dans ses activités antitumorales. Alors, on chante beaucoup les louanges des cellules T dans ce nouveau domaine de l'immuno-oncologie, puisqu'effectivement, on sait que, par de nombreux papiers, la présence de cellules T au lit tumoral est plutôt une bonne nouvelle, et en plus, on sait que les cellules T peuvent être spécifiques de l'antigène tumoral, puisqu'on sait que ces cellules tumorales peuvent exprimer des néo-antigènes au cours de la transformation tumorale, qui peuvent être reconnus par ces cellules T. Donc ça, c'est très bien, c'est très vrai, sauf que il y a juste un petit problème, c'est que ces cellules T ne sont pas autonomes. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire ce qu'elles font, qui est très bien, de manière toutes seules. Elles ont besoin d'autres cellules. Et vous avez une représentation d'un tout petit peu plus complexe de cette réponse immunitaire antitumorale, donc je ne vais pas aller à travers ce cycle, je vais juste vous dire que les cellules T, encore une fois, ont besoin des cellules qu'on appelle globalement les cellules de l'immunité innée, de telle manière à contribuer, c'est pas simplement contribuer, à initier leur activation et contribuer à leur activité ensuite et à leur maintenance sous la forme de cellules mémoire. Alors, ces cellules du système immunitaire inné, il y en a de plein de sortes. Je vais juste vous parler de certains types d'entre eux, en particulier les cellules dendritiques, les macrophages et les cellules natural killer. Et je vais passer cette diapositive. Alors, en particulier, les cellules natural killer sont des lymphocytes qui ne sont pas des lymphocytes T ou des lymphocytes B. Vous avez peut-être entendu parler quand même de ces deux types de lymphocytes. En fait, il existe des lymphocytes qui ne réarrangent pas les segments géniques qui codent pour les récepteurs d'antigènes, donc ils ne sont pas des T, ils ne sont pas des B, et qui appartiennent en fait à une catégorie beaucoup plus vaste de cellules que l'on pensait.
il y a 10 ans, 12 groupes dans le monde, dont le nôtre, ont découvert qu'effectivement, il existait des cellules, en particulier associées au tissu, pas vraiment dans les organes lymphoïdes secondaires, pas vraiment dans le sang, mais plutôt associées par exemple à l'intestin, aux poumons, à la peau, qui étaient des lymphocytes résidents de ces tissus et qui participaient à l'homéostasie de l'ensemble de ces tissus. Alors il se trouve que ces cellules, on les appelle donc innate lymphoid cells de manière générale, puisque ce sont des lymphocytes, mais innés. Et à l'intérieur de ces catégories d'innate lymphoid cells, il y a les cellules natural killer. Ils sont connus depuis un peu plus de 40 ans pour leur propriété justement à pouvoir reconnaître toute une variété de cellules tumorales, non seulement les reconnaître, mais en réponse à cette reconnaissance, pouvaient contribuer à leur élimination. Et en fait, elles contribuent à leur élimination de deux manières totalement complémentaires. Premièrement, elles peuvent tuer ces cellules, d'où leur nom, natural killer, mais elles peuvent aussi sécréter beaucoup de cytokines, dont l'interféron gamma, qui contribuent en fait à l'orchestration générale d'une réponse immunitaire qui est beaucoup plus complexe, qui inclut les lymphocytes, qui inclut les macrophages, et qui va faire en sorte, dans le meilleur des cas, d'éliminer de manière constante, on va dire, ces processus tumoraux. Alors, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps sur ces innate lymphoid cells, mais quand même, je voudrais vous dire que ce sont des cellules intéressantes, d'autant plus peut-être pour vous qui vous intéressez aux pathologies infectieuses, car elles sont a priori partout l'objet de l'inflammation. On sait que l'inflammation peut être la conséquence quand même d'une infection. Et donc, ces cellules, nous avons classé, enfin on a proposé une classification basée sur leur ressemblance avec les lymphocytes T. Puisque ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, à chaque sous-population de lymphocytes T, par exemple les TH1 ou les TH2, ou les cellules qui font l'IL-17 ou l'IL-22, correspond une sous-population de lymphocytes innés qui n'expriment pas de récepteurs d'antigènes, qui sont tissus résidentes et qui peuvent sécréter les mêmes cytokines que les TH2, sauf que ce n'est pas des T, ou les mêmes cytokines que les TH22, TH17, sauf que ce n'est pas des T non plus. Et pareil pour les IL-7. Donc, si vous êtes intéressé, on a écrit une revue il n'y a pas tellement longtemps sur ces innate lymphoid cells. Donc maintenant, je vais me concentrer uniquement sur les cellules natural killer et en fait, vous parler de deux types de molécules. Des molécules qui sont inhibitrices et des molécules qui sont activatrices et qui sont exprimées à la surface de ces cellules. Et je vais commencer par cette molécule qui s'appelle NKG2A, qui est une molécule assez intéressante puisque, en réalité, premièrement, elle est conservée par l'évolution, c'est quelque chose qui est tout le temps très important pour nous, pas simplement pour la facilité à développer des modèles précliniques chez la souris, mais parce que c'est quand même un argument qui, je pense, a un certain poids dans l'importance de la molécule ou de la pathway dans l'organisation générale de la réponse biologique. Et là, ce qu'on voit, c'est que cette molécule NKG2A est présente sous la forme d'un hétérodimère avec CD94. Donc ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une molécule inhibitrice. C'est-à-dire qu'en fait, quand on engage cette molécule NKG2A avec son ligand, et je vais revenir sur qu'est-ce que c'est que ce ligand, et bien en fin de compte, ça transduit un signal inhibiteur à l'intérieur de la cellule. Okay. Alors, quel est ce ligand? Ce ligand est aussi une molécule extrêmement intéressante, elle s'appelle HLA-E. C'est une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité, HLA, vous avez reconnu le nom, sauf qu'elle n'est pas du tout polymorphique. Elle est très très différente des molécules HLA-ABC. En fait, elle est monomorphique. Et aussi, elle est conservée par l'évolution, c'est-à-dire qu'il existe un orthologue strict chez la souris qui s'appelle QA1B et qui sert aussi de ligand pour la molécule NKG2A de souris. Donc vous voyez une pathway qui est, encore une fois, qui est conservée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur cette pathway? De manière extrêmement intuitive et tout à fait simple, on s'est dit que si l'engagement de HLA-E, et je vais vous montrer qui est effectivement très exprimé sur les cellules tumorales, pouvait engager NKG2A exprimé par des cellules qui sont des lymphocytes NK, on va voir que ce n'est pas que des NK, il y a aussi des T, et bien en fin de compte, ça pouvait contribuer à baisser la réponse de ces cellules contre les cellules tumorales. Vous voyez, c'est pas bien mal. Bon. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue thérapeutique? Eh bien, on peut générer un anticorps, donc on a généré cet anticorps, il s'appelle monalizumab, je pense que c'est le plus beau nom de l'histoire pour un anticorps monoclonal, même si on est loin du dos, quand même, ça doit vous évoquer quelque chose. Et monalizumab est un anticorps, donc first in class, dirigé contre NKG2A, il est humanisé, comme vous voyez ici, et c'est d'un isotype IG4 de telle manière que ce soit vraiment bloquant et pas dépléteur. Donc toute l'idée, c'est de tester ça, d'abord en préclinique, et puis ensuite chez l'homme. Et c'est ce que je vais vous raconter comme histoire. Alors d'abord, on va parler de l'expression du ligand, puisque ça ne fait aucun sens de bloquer
l'interaction entre NKG2A et son ligand, si son ligand n'est pas là. Il faut le pied et le frein, il faut les deux. Et donc en fait le pied c'est HLA-E, et vous voyez qu'il est très très exprimé au site tumoral. Là on a quand même plusieurs centaines d'échantillons de tumeurs qu'on a dérivés des patients dans différentes pathologies tumorales. Vous voyez que quand on part à PDL1, qui est le ligand de PD1, il n'y a pas photo, il y a beaucoup plus d'expression d'HLA-E que de PDL1. Alors maintenant, je vais passer à une slide sans data, je suis désolé, mais je ne peux pas tout faire. Et donc, simplement pour vous dire qu'on peut détecter à la fois des cellules T et des cellules NK qui expriment NKG2A. Et de manière intéressante, les cellules T qui expriment NKG2A co-expriment PD1. Alors si vous vous rappelez la première slide dans laquelle je vous ai montré les bénéfices cliniques du traitement par des anti-PD1, par exemple, et bien en fait on s'aperçoit qu'on ne traite pas tous les patients, comme je vous l'ai dit, donc intuitivement on peut se dire que si la cellule T a 2 freins et qu'on enlève un frein, ben peut-être ça ne marche pas chez tous les patients, parce que chez les autres patients, en fait, il y avait l'autre frein qui était encore plus important que le premier frein. Et donc l'idée, en fait, c'est peut-être de coupler ces bloqueurs de frein, ces débloqueurs de frein, devrais-je dire, de telle manière à augmenter l'activité des cellules T, et c'est ce que je vais vous montrer. Deuxièmement, HLA-E est bien exprimé au site tumoral, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc l'idée, c'est effectivement de combiner les blocages de telle manière à augmenter l'activité antitumorale des lymphocytes de manière générale, que ce soit des T ou des NK. Et donc, en fait, le schéma représenté ici, là, vous avez une cellule tumorale, vous voyez qu'elle exprime pas mal de choses, dont PDL1, le ligand de PD1, mais aussi HLA-E, et aussi les molécules du MHC qui vont présenter les peptides antigéniques, OTCR. Et vous voyez que là, il y a un code de couleur qui est assez évident. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est l'accélérateur, c'est le feu vert, et quand c'est rouge, ça veut dire que c'est le stop. Mais vous voyez que cette cellule T, là, elle a 2 stops. Et donc, quand vous bloquez avec un anti-PD1 ou un anti-PDL1, s'il y a toujours un frein là, ça va marcher moins bien que si vous enlevez les 2 freins, ce qui est assez intuitif. Alors, c'est ce qu'on fait, d'autant qu'avec monalizumab, on va non seulement pouvoir libérer les cellules T, mais on va aussi pouvoir libérer les cellules NK. Et de ce point de vue-là, en fait, monalizumab est, à ma connaissance, le premier immune checkpoint inhibitor à large spectre, pour prendre une analogie avec les antibiotiques. Alors, j'aimerais bien vous présenter les résultats cliniques de ça, parce que c'est en train d'être mis en place, mais le problème, c'est que l'inclusion n'est pas finie, donc je ne vais pas pouvoir vous présenter ça. Par contre, je vais vous présenter autre chose, toujours avec monalizumab. C'est que, en fait, les cellules NK, comme je vous l'ai dit, elles peuvent reconnaître les cellules tumorales et entraîner leur mort, et entraîner une élimination générale des cellules tumorales. Mais en fait, elles le font d'autant mieux que les cellules tumorales sont recouvertes d'anticorps, dans un processus qui s'appelle ADCC pour Antibody Dependent Cell Cytotoxicity. Et en fait, il y a beaucoup d'anticorps qui sont utilisés en clinique, comme le cetuximab, qui est dirigé contre le récepteur de l'EGF, qui est surexprimé dans certaines situations tumorales, ou comme le rituximab, qui est dirigé contre CD20, ou l'herceptine contre R2-nœud. Enfin, il y a beaucoup d'anticorps qui sont utilisés en clinique et qui vont cibler des molécules qui sont exprimées préférentiellement sur les cellules tumorales. Et bien ça transforme la cellule tumorale, une fois qu'elle est recouverte d'anticorps, en très bonne cible pour les NK. Donc ça, c'est un premier point. Mais en fait, on s'est dit que peut-être que, même s'il y avait une bonne activation des NK suite à cette ADCC, on peut peut-être encore faire mieux en enlevant le frein qui est donné par NKG2A, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'HLA-E aussi tumoral, donc il n'y avait pas de raison d'imaginer qu'il n'y avait pas de frein. Et donc l'idée, c'était pas seulement de combiner les anti-PD1 ou anti-PD1, comme je vous l'ai dit, avec monalizumab pour libérer à la fois les T et les NK, mais c'était dans un deuxième temps, ou plutôt en parallèle, de débloquer véritablement les NK de manière plus spécifique en combinant 2 styles de traitement, des traitements qui vont activer les cellules NK. Par exemple, on a pris le cetuximab, qui est encore une fois un anti-EGFR, et puis monalizumab. Donc en fait, là on propose aussi ce que je pense est un nouveau concept, très modestement, dans le domaine de l'immuno-oncologie. C'est pas simplement d'inhiber les freins puis de regarder comment ça se passe, mais d'inhiber les freins et de donner un accélérateur. Et l'accélérateur c'est ça, et le frein c'est celui-là. Alors on a fait ça d'abord in vitro, donc juste une manip pour montrer que ça marche in vitro. Donc c'est des cellules NK primaires humaines qu'on met avec des lignées de cirque, mais qui viennent de cancers tétécou, donc qui surexpriment le GFR. Et vous voyez que quand on met ces cellules NK sans rien avec ces cellules tumorales, il ne se passe pas grand-chose. Maintenant, quand on rajoute de l'anti-EGFR
il y a une petite activation, c'est ça la DCC, donc c'est variable en fonction des patients, bien évidemment. Et vous voyez maintenant que quand on enlève le frein, vous voyez que ça marche plus. Alors ça, c'était à l'origine d'un essai clinique dont je vais vous parler maintenant, qui est un essai de phase 2, dans lequel on a pris des patients qui avaient un cancer tétécou, qui étaient éligibles à du cetuximab, et dans lequel on a rajouté du monalizumab. Donc il s'agit de patients qui sont en maladie métastatique ou récurrente, et vous voyez donc les résultats là, par exemple sur cette waterfall plot. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ce style de représentation, mais pour faire court, chaque histogramme représente en fait l'évolution en croissance ou en décroissance de la tumeur d'un patient. Okay. Et ce que vous voyez, c'est la meilleure croissance, malheureusement, ou la meilleure décroissance dans l'intervalle de l'essai clinique. Bon, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même pas mal, en fait, une majorité d'individus pour lesquels la combinaison du cetuximab et du monalizumab donne des régressions tumorales, avec des patients qui sont même en rémission complète, comme celui-là, par exemple, où là, il y avait une pathologie donc, tumorale récurrente de la tête et du cou, qui a disparu suite au traitement. Alors, ça va vous paraître très peu comme contrôle de la maladie, 28%. Il faut savoir que ce qui était à battre, c'était 12%. C'est-à-dire qu'avant ça, dans le meilleur des cas, pour ce style de patient, on n'arrivait qu'à contrôler 12% des patients. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, en conclusion de cette première partie, ce que je vous ai dit, c'est qu'on pouvait utiliser notre connaissance, bien que certainement partielle, de la complexité de la réponse immunitaire, pour essayer de mettre en place des médicaments, dont monalizumab, qui bloque un récepteur inhibiteur, ce qui permet de libérer les cellules T, en particulier en combinaison avec les anti-PD1, anti-PD1, mais que d'un autre côté, on pouvait combiner un système d'activation, par exemple par le cetuximab, avec aussi le monalizumab. Alors ça, c'est la couverture de celle que vous ne verrez jamais, malheureusement, parce qu'ils ont pris le papier, mais ils n'ont pas pris la couverture. Bon, on ne se plaint pas, pareil. Bon. Mais quand même, en fait, je trouvais que c'était assez joli, où on voyait qu'il y avait un double effet. C'est-à-dire que là, on a des cellules T, là, on a des cellules NK, et on voit que sur les cellules T, on pouvait coupler deux anticorps inhibiteurs, les anti-PD1 et le monalizumab, et que sur les cellules NK, on pouvait coupler un récepteur activateur, donc cetuximab, avec un anticorps activateur avec le monalizumab. Donc on propose quand même que monalizumab est peut-être le nouveau checkpoint inhibiteur. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, même s'il y a 7 molécules qui ont été approuvées, il n'y a quand même que 3 cibles, PD1, PD1 et CTLA4. On sait que CTLA4, on ne va pratiquement plus l'utiliser pour des raisons de manque d'efficacité et de toxicité. Donc en fait, il en reste carrément plus que 2, PD1, PDL1. Ce serait bien que le 4e dans la liste soit une molécule purement marseillaise, la NKG2A. La marseillaise du point de vue de son développement clinique, parce qu'elle n'a pas été découverte à Marseille. Alors maintenant, je vais vous parler des récepteurs activateurs, donc pour faire un peu le penchant. Et en fait, avec toujours cette même idée, c'est que nous, on aime bien les systèmes qui sont conservés par l'évolution. Et donc, je vais parler de cette molécule qui s'appelle NKp46, qui est une molécule qui a été découverte par notre ami et collègue Alessandro Moretta, qui est malheureusement décédé l'an dernier. Et donc, toute l'idée ici, c'est d'utiliser toute la force de l'activation des cellules NK à travers NKp46. Parce que ce dont je vous ai parlé pour l'instant, c'est du fait qu'il existait un récepteur activateur, je n'ai pas donné son nom, c'est CD16, c'est une molécule qui peut reconnaître les anticorps. En fait, Quand les cellules tumorales sont recouvertes d'anticorps, elles peuvent être reconnues par leur fragment FC, par CD16. Mais en même temps, il y a cette molécule-là qui s'appelle NKp46, qui est aussi une molécule très activatrice. Et toute l'idée, ça a été d'utiliser la beauté des Legos des anticorps, de telle manière à générer un nouveau type d'anticorps, en fait un anticorps trifonctionnel, qui peut à la fois engager CD16 d'un côté, NKp46 de l'autre, et un tumeur antigène de l'autre côté. Et donc, d'abord, il fallait savoir si ça faisait du sens de vouloir cibler NKp46. On savait que c'est une molécule activatrice des NK, donc c'est très bien, mais ce qui était juste présent au site tumoral. Et là, vous voyez que, effectivement, c'est le cas. Alors, ce n'est pas le cas tout le temps, hein. Il y a des négatifs. Vous voyez, là, on a une collection d'à peu près 500 patients dans lesquels on a regardé l'expression de NKp46 au site tumoral. Vous voyez que quand ça se voit, hein, il n'y a pas de problème. Il y en a moins que des CD8. Mais ne négligeons pas le fait que dans les CD8, celles qui sont vraiment antigènes spécifiques, dans le meilleur des cas, il y en a 1 ou 2%. Hein. Donc, c'est loin d'être la majorité de ces cellules-là. Alors que les cellules NK, elles ont toutes le même répertoire de reconnaissance, une queue de vache près.
Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, on peut trouver NKp46 au site tumoral, et donc, ça permettait de valider l'idée que c'était bien intéressant peut-être de générer ces molécules. Alors, je vais aller rapidement à travers les résultats, parce qu'on a généré plus de 70 formats, avec 200 anticorps différents, pendant les 5 dernières années. Donc, il va falloir quand même essayer d'être plus concis que ça, c'est ce que je vais essayer de faire là. Mais, donc, je vais juste vous montrer les résultats concernant 3 formes d'anticorps trifonctionnels. Alors, un qui est donc celui dont je vous ai déjà parlé, donc qui engage CD16 via la partie FC, qui engage un tumeur antigène, qui engage NKp46, et puis sa version FC silent, donc qui n'est plus que bifonctionnelle, bispécifique en réalité, hein, parce que donc, le FC n'interagit pas avec CD16, et puis une version dans laquelle on a introduit des mutations ponctuelles dans le domaine CH2 ici du FC, de telle manière à ce que ce soit plus efficace, encore une fois, à engager CD16. Alors, rapidement, à travers des modèles de souris, on est tous bien d'accord de la limitation de ces modèles de souris, en particulier en oncologie, où clairement les modèles de tumeurs chez la souris sont des modèles d'à peu près rien du tout. Mais quand même, c'est quand même intéressant pour avoir une idée de ce qui se passe. Et ce que vous voyez ici, c'est que juste avec cet anticorps qui est bifonctionnel, hein, alors qui a un FC qui est un FC silent, mais qui est donc anti-NKp46 et anti-tumeur antigène, ce que vous voyez là, il suffit de lire cette courbe, hein, vous voyez que ça permet un très très bon contrôle dans la limite de ce modèle de cirque in vivo. Par contre, de manière intéressante, que la souris sert quand même à quelque chose, elle sert à poser des questions mécanistiques, et bien ce qu'on a pu voir, c'est que pour la première fois à ma connaissance, une molécule pouvait produire l'infiltration du site tumoral par des cellules natural killer. C'est-à-dire qu'avec cet anticorps bispécifique qui prend une KP46 d'un côté et qui prend le tumeur antigène de l'autre, rien que ça, sans CD16, on pouvait infiltrer la pathologie tumorale et conduire à un meilleur contrôle. Ce qui est quand même quelque chose qui me semble intéressant. Alors finalement, on a développé ça de manière assez systématique. Donc avec la version FC Silent dont je vous ai parlé, la version FC Wild Type et puis la version FC Enhanced. Et en fait, ça, ce sont des cellules primaires humaines NK. Là, le modèle est in vitro, donc évidemment des limitations, avec 3 types de cellules tumorales différentes et dirigées en comparaison avec les anticorps qui sont utilisés en clinique en ce moment. C'est-à-dire le blinatumomab anti-CD20 augmenté, rituximab anti-CD20 et cetuximab anti-CD19, pardon, anti-CD20 et puis anti-EGFR. Et ce que vous voyez, c'est qu'à chaque fois, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire à chaque fois, nos molécules sont bien meilleures que les molécules qui sont utilisées en clinique à l'heure actuelle. Et en fait, elles sont d'autant meilleures qu'il y a plus d'affinité pour CD16. Et donc toute l'idée, en fait, c'est à travers ces molécules trifonctionnelles de co-engager en même temps 2 molécules activatrices sur les NK. NKp46 d'un côté et CD16 de l'autre, et de faire le lien avec l'antigène tumoral. Alors, les reviewers nous ont demandé de faire cette manip. On dit souvent plein de choses sur les reviewers, mais là, en réalité, c'était une vraie bonne manip à faire, auquel on n'avait pas pensé. C'était de montrer que cette co-ligation, ce co-engagement entre NKp46 et CD16 en 6 sur la même cellule NK était vraiment importante et requise pour l'activité de la molécule. Alors, je vais juste vous montrer une des datas qu'on a proposées et qui, je pense, est assez convaincante. C'est qu'on a pris cette molécule qui est trifonctionnelle. Donc là, le tumeur antigène, c'est CD20. La partie FC est fonctionnelle. Ça, c'est la partie anti-NKp46, c'est la courbe en rouge. Et en fait, vous le comparez à toute autre combinaison de molécules qui sont soit monospécifiques, soit bispécifiques. Okay, donc vous reconstituez le fait d'engager les 3, mais avec des molécules qui sont séparées. Et en fait, pour faire court, j'en ai mis 3 là, hein, mais à chaque fois, on gagne 2 logs. Parce que ça, c'est une échelle log. Donc, c'est une des preuves qu'on a, on en a d'autres, avec du Biacor en particulier, qui montrent qu'effectivement, le co-engagement au 6 d'NKp46 et CD16, c'est une bonne idée. Alors voilà la molécule en vrai. Donc, en fait, c'est un modèle basé sur des cristallos qui ont été raboutés les unes avec les autres. Donc vous voyez, cette molécule, en fait, elle a une géométrie extrêmement particulière. Et je pense que, et c'est juste une assumption, hein, mais que le fait que cette molécule soit très compacte, vous voyez qu'elle crée un pont entre la cellule tumorale et la cellule NK qui est juste de 10 nanomètres, qui est très très petit en fait, et bien ça permet certainement de contribuer à l'activité de cette molécule trifonctionnelle. Avec un côté là, donc, qui reconnaît le tumeur antigène, la partie FC qui interagit avec CD16, et un anti-NKp46 qui permet la coagulation. Alors voilà la photo de la couverture de sel que j'espère que vous verrez, parce que
on va l'envoyer today, as I speak. Admettez qu'elle est belle, quand même, donc j'espère. Et donc, enfin, pourquoi on développe ça en réalité? On ne développe pas ça uniquement pour le plaisir de cibler les NK, on développe ça parce que d'autres ont déjà fait ça en ciblant les T, à travers des molécules qui s'appellent les BiTEs, qui sont juste des bispécifiques. Là, vous imaginez, ça c'est une cellule tumorale, hein, avec l'anti-tumeur antigène, et là c'est une cellule NK avec l'EFC et l'anti-NKp46. Ben, imaginez que là, ça peut être une cellule T, et que plutôt que d'avoir un anti-NKp46, vous avez un anti-CD3. Okay, donc ça va permettre d'activer toutes les cellules T. Alors c'est très efficace, le problème c'est que c'est très toxique aussi. Parce que quand vous activez toutes les cellules T, ces cellules T ne vont pas se mettre uniquement à tuer la cellule tumorale en face, elles vont se mettre aussi à sécréter des cytokines, et ça peut provoquer ce qu'on appelle un cytokine storm, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement sévère à gérer du point de vue clinique à cause des manifestations inflammatoires. Et donc toute l'idée justement, c'est de proposer quelque chose qui, je pense, enfin, j'espère, sera aussi efficace, mais qui par contre sera moins toxique. Et de telle manière qu'on puisse augmenter les doses et peut-être s'attaquer à des pathologies qui n'ont jamais été ciblées de manière efficace avec les BiTEs pour l'instant, qui sont les tumeurs solides, parce que les BiTEs, c'est comme les CAR-T-cells, ça marche surtout, ou même uniquement à l'heure actuelle, dans les hémopathies malignes, mais pas dans les tumeurs solides. Donc, voilà. Alors, ce dont je vous ai parlé pour l'instant, c'est ça. Je vous ai parlé en fait de deux des piliers qui forment l'architecture de ce qu'on essaye de faire en immuno-oncologie. On essaye de cibler les récepteurs inhibiteurs, et le chef de file, c'est monalizumab. On essaye aussi de cibler les récepteurs activateurs. Le chef de file, ce sont ce qu'on appelle les NK cell engagers. Mais j'aimerais aussi vous parler d'un troisième pilier, qui est celui du tumor macroenvironment. Puisque en fait, l'un des points critiques et limitants de l'attaque du système immunitaire contre les tumeurs, c'est le fait que l'environnement tumoral est généralement très immunosuppresseur. Et donc, en particulier, il y a une molécule qui s'appelle l'adénosine, que vous connaissez tous, mais peut-être pas dans son mode de fonctionnement en tant que molécule immunosuppressive. Et donc, je vais juste vous rappeler la biologie de cette voie qui est assez intéressante. En fait, on connaît tous l'ATP comme molécule énergétique, de l'énergie intracellulaire. Mais en fait, quand les cellules meurent, cet ATP peut être libéré dans l'espace extracellulaire, et les cellules meurent beaucoup aussi tumorales, de par la biologie des cellules tumorales et du cancer de manière générale, de par aussi les traitements, qu'ils soient de radio ou de chimiothérapie en particulier. Et donc de l'ATP extracellulaire n'est pas rare. Et l'ATP extracellulaire, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il existe des récepteurs à l'ATP, qui sont les récepteurs P2X en particulier, qui sont exprimés par les cellules dendritiques, et qui permettent de booster la cross-présentation des antigènes par ces cellules dendritiques. Donc avoir de l'ATP, en fait, au cycle tumoral, on va dire en première approximation que c'est vraiment bien et que ça va promouvoir la réponse antitumorale, la réponse immunitaire antitumorale. Le problème, c'est que dès que vous mettez de l'ATP dans le milieu, et je vais vous montrer des datas, en fait, il disparaît de manière extrêmement rapide parce qu'il est clivé par au moins deux styles d'enzymes qui sont des ectonucléases, qui sont là, qui s'appellent CE39 et CE73, et l'ATP reconnu par CE39 va être converti directement en ADP, puis en AMP par la même enzyme, et cette enzyme, elle existe sous une forme membranaire sur les Treg, sur les B, sur les cellules myéloïdes, mais aussi sous une forme soluble, et ensuite, dès qu'on a de l'AMP, il peut être lui-même clivé par CL73, qui est aussi sous forme soluble et sous forme membranaire, et qui va transformer l'AMP en adénosine. Le problème, c'est que quand vous avez de l'adénosine, là, c'est très immunosuppresseur. Parce qu'il y a des récepteurs d'adénosine qui sont les ADORA, c'est aussi un joli nom, les adénosines récepteurs, donc A2A ou A2B par exemple, et qui vont inhiber véritablement l'activation des T et des NK. Donc nous, toute l'idée, ça a été comment on peut jouer là-dessus. Parce qu'il ne suffit pas de bloquer les freins de la réponse immunitaire, il faut que tout l'environnement autour soit propice à une réponse immunitaire, qui soit immunocompétente. Et donc on s'est dit que peut-être que, plutôt que de jouer là, parce qu'il y a pas mal d'industries pharmaceutiques qui développent des anti-adénosine récepteurs, eh bien en fait, si on bloquait la première étape enzymatique, l'entrée dans la dégradation de l'ATP, on faisait d'une pierre deux coups. Parce qu'en réalité, si on bloque CL39, ça nous permet de maintenir la concentration d'ATP au site tumoral, et ça c'est une bonne chose. Et en même temps, ça nous permet de bloquer la génération de l'adénosine, qui elle est une mauvaise chose. Donc, toujours pareil, on commence par l'expression. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait du sens, parce que vous voyez qu'au site tumoral,
où est la légende? Voilà, c'est là. Donc là, vous avez la comparaison du sang, du tissu adjacent et du tissu tumoral. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez au site tumoral beaucoup plus d'expression de CD39. Ça peut être aussi exprimé par les cellules endothéliales. Et donc, ce qu'on a fait, c'est des anticorps, parce que Innate Pharma ne fait que des anticorps, mais les fait bien, je pense. Et donc, on a généré un anticorps qui s'appelle IPH52, qui est un anticorps qui est dirigé contre le CD39. Et là, on a fait une manip très simple, et je pense très belle, très illustrative, dans lequel, en fait, on prend des cellules dendritiques. Hein, je vous ai dit que l'ATP est une bonne chose pour les cellules dendritiques. On va le montrer. Donc, on prend des cellules dendritiques, on rajoute de l'ATP. Normalement, d'après les textbooks, ça doit activer, donc cet ATP doit activer les décès. En fait, non, vous voyez. Vous rajoutez de l'ATP hein, jusqu'à 0,5 millimolaire, c'est quand même pas mal. Vous regardez l'activation des décès, soit par l'expression de classe 2, soit par leur propriété à induire une prolifération T. En fait, il ne se passe pas grand-chose, voire rien. Mais c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas rajouté de l'ATP. Enfin, vous avez rajouté de l'ATP, mais immédiatement, il a été clivé, transformé en ADP, AMP et adénosine. Donc en fait, maintenant, vous bloquez cette dégradation par un anticorps qui bloque CD39, et vous voyez que, gentiment, vous allez avoir une très bonne activation des cellules dendritiques et une très bonne capacité à induire une réponse T. De la même manière, vous pouvez prendre aussi des cellules T. Là, vous avez des cellules T, vous les activez avec des anti-CD3, CD28, vous avez ça comme activation. Vous rajoutez de l'ATP, vous êtes là, quoi, direct, boum. Alors que normalement, ça va être activateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, compte, c'est pas de l'ATP, c'est directement de l'adénosine qui, elle, est très inhibitrice. Et donc, quand vous bloquez la dégradation de l'ATP, vous voyez que vous avez à ce moment-là une reconstitution de l'activation des cellules T. Alors on a voulu challenger un peu ça, donc on a fait une souris knock-in dans laquelle on a changé le CD39 murin par le CD39 humain, de telle manière pour utiliser notre anticorps qui lui reconnaît CD39 humain. Et en fait ça marche bien, vous voyez, donc là on injecte, alors évidemment hein, il y a une limitation au modèle tumoral, j'en ai déjà parlé chez la souris, mais on fait ce qu'on peut. Là donc on fait une chimio avec des sels de platine. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que la combinaison platine, oxaliplatine plus le blocage de CD39 marche pas mal quand même hein, pour le contrôle de la pathologie tumorale. On le voit ici en croissance tumorale. Chaque courbe représente la croissance d'une tumeur dans une souris, évidemment. Et là, vous avez les courbes de survie. Et donc, c'est quand même pas si mal que ça. Donc là, on court à l'IND de telle manière à avoir la première dose chez l'homme. Alors maintenant, c'est toujours intéressant de regarder les textbooks, et je vais bientôt finir. Et en fait, on s'aperçoit que, donc ça c'est ce que je vous ai raconté, hein, ATP, AMP, enfin, ATP, ADP, AMP, okay. Mais en fait, il y a d'autres voies en fait, pour générer de l'adénosine qui ne passent pas par CD39. Et en fait, le bottleneck de ces deux voies, c'est une molécule qui s'appelle CD73. Donc, je vous ai parlé de ça, mais maintenant je vais vous parler de ça, parce que vous voyez que soit avec de l'AMP qui vient de CD39, soit de l'AMP qui vient de CD38 en fait, on va pouvoir toujours générer de l'adénosine pour ces adorables récepteurs. Donc, on s'est dit, on va aussi créer un anticorps qui va bloquer CD73. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, ce qui est bien, c'est que quand les industries pharmaceutiques publient des brevets, maintenant, quand c'est des brevets contre les anticorps, les séquences d'anticorps sont disponibles. Donc, vous pouvez, par synthèse, hein, tout simplement, refaire les anticorps des autres. Et donc, on a fait l'anticorps de Medimune et l'anticorps de BMS. Évidemment, c'est plus simple que si vous leur demandez, parce que si vous leur demandez, la réponse, elle est non, en fait. Donc, on le fait. Et on compare par rapport au nôtre. Et là, en fait, c'est bien, sinon je ne montrerai peut-être pas la slide, parce qu'en fait, notre anticorps, il est mieux. Donc, vous voyez, vous regardez C73 en activité enzymatique, je ne vais pas aller à travers le truc, mais c'est très simple, hein. C'est la dégradation de l'AMP. Eh bien, vous voyez qu'en fait, cette dégradation de l'AMP, elle est bloquée par notre anticorps, beaucoup mieux que les anticorps de la concurrence, que ça soit sous forme solide ou sous forme membranaire. Et de la même manière que je vous ai montré pour l'anti-CD39, notre anticorps en rouge, il permet de restaurer une prolifération des cellules CD4+, ou des cellules CD8+, et mieux que les anticorps de la concurrence. Alors, ce qu'on essaye, nous aussi, de faire, c'est d'avoir des histoires qui sont vraiment complètes, et d'aller jusqu'à la cristallo. Et donc là, en fait, en collaboration avec la FMB, on a fait plus que ça. On a fait un négatif staining, je ne sais même pas ce que c'était. Mais en fait, c'est ça. Et c'est juste merveilleux, quoi. Parce que vous voyez les molécules. Là, ce que vous voyez, c'est... Alors, il y a quand même une légende, là. Vous voyez un dimère de CD73. Il faut le savoir, hein, mais bon. C'est ce qu'on avait mis dans le tube aussi, donc nous, on le sait. Et puis là, un anticorps, notre anticorps anti-CD73, IPH73. Et vous voyez très bien qu'un seul anticorps va pouvoir prendre en charge 2 dimères de CD73.
Alors ça c'est important parce que dans l'activité enzymatique de CD73, il y a le site catalytique qui est là représenté en rouge. Là vous voyez donc un premier dimère de CD73, un deuxième dimère de CD73, en jaune et vert. Hein. Jaune et vert un dimère, jaune et vert un deuxième dimère, et l'anticorps en turquoise. Et bien en fait c'est une enzyme allostérique. Donc elle a besoin de faire ça l'enzyme. Elle est en position ouverte et fermée, sinon ça ne le fait pas du point de vue enzymatique. Et donc la combinaison des deux nous permet de proposer qu'en fin de compte, ce que fait notre anticorps, c'est de bloquer les dimères de CD73 dans une position dans laquelle ils ne peuvent plus bouger. Et en bloquant leur possibilité allostérique, bien évidemment, on inhibe l'hydrolyse de l'AMP. Alors, mis à part ça, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est challenger plus l'activité véritable de l'anticorps anti-CD73. Et donc, pour faire d'une histoire longue, d'une histoire courte, comme on dit, on a essayé maintenant de coupler l'anti-CD73 avec l'anti-CD39. Et en gros, regardez là, donc ça c'est des cellules de patients, d'une patiente, cancer du sein. On aime bien prendre des cellules à partir des patients véritablement et pas simplement des donneurs sains. Et on s'aperçoit qu'on a une activation des cellules T qui est bonne, sauf quand on rajoute de l'ATP, hein, parce que l'ATP va directement donner de l'adénosine. Vous voyez que quand on prend maintenant des concentrations suboptimales, parce que nos anticorps marchent super bien, donc il fallait vraiment les utiliser à dose homéopathique, séparément, pour qu'ils ne fassent rien eux-mêmes. Et vous voyez qu'ils ne font rien, effectivement, ils ne sont pas assez dosés. Mais maintenant, ces doses vraiment basses, mises ensemble, elles sont synergiques pour restaurer l'activation du T. Ce qui veut dire qu'on est en face d'une solution thérapeutique unique à ma connaissance, avec des anticorps qui sont best in class et qui vont bloquer à la fois CD39 et CD73 et convertir un environnement qui est immunosuppresseur en environnement qui lui va être immunocompétent. Et c'est ce qui est montré sur cette slide en bloquant toutes les formes de CD39 et CD73 solubles membranaires. Je n'ai pas eu le temps de montrer ça, mais c'est ce qui se passe. Et en permettant à l'ATP d'interagir avec ces P2X receptors qui sont sur les DC et de lancer une réponse immunitaire. Alors, pour le coup, ça c'est vraiment la couverture de Cell Report que vous verrez dans 2 semaines, parce qu'on a eu l'acceptation non seulement du papier, mais de la couverture. Et en fait, c'est joli, parce que, je pense, parce que vous voyez, donc ça c'est l'anticorps anti-CD73, en vrai, qui prend en fait comme une tenaille les dimères de CD73 et vont les bloquer dans une conformation qui n'est pas compatible avec leur activité enzymatique. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que je n'ai pas été trop long, je voudrais quand même remercier tout le monde. Donc, premièrement, remercier toutes les personnes du laboratoire, non seulement au centre d'immunologie de Marseille-Lumini, mais aussi ici à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. J'en profite pour remercier Frédéric Vellier, qui est là, et Cathy Laporte, qui a vraiment contribué à mettre en place cette structure de Marseille-Lumini, Immunopole à l'hôpital. Évidemment, les collègues d'Inet Pharma. Et puis, finir peut-être sur cette phrase de Newton, sur le fait que, parce que tout le monde me dit que c'est impossible de faire ce pont entre l'industrie pharmaceutique et l'hôpital et les EPST. C'est comme souvent, hein, c'est impossible jusqu'au moment où on le fait. Et donc, cette phrase de Newton, c'est la suivante. Il dit, enfin mieux que ce que je vais redire, mais quand même, que c'est toujours beaucoup plus intéressant de créer des ponts que de créer des murs. Et c'est ce que toute l'équipe essaye de faire en joignant en fait ces deux entités. Et je pense que c'est pour le bénéfice de tous. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.